Salut tout le monde, aujourd'hui on se penche autour d'une notion compliquée, celle de démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça, c'est en tout cas une phrase qu'on attribue à Abraham Lincoln et qui est un peu la définition de notre idéal démocratique occidental. Et quand je vois l'élection américaine qui vient de se terminer ou la gestion de la pandémie par nos gouvernements, je me pose une question, est-ce qu'on est en démocratie? C'est-à-dire, est-ce que le peuple est souverain? Est-ce que le peuple gouverne? Et pour répondre à cette question, qui de mieux que Clément Vidkorovitch? Il est docteur en sciences politiques et professeur de rhétorique à Sciences Po Paris. Je l'appelle tout de suite parce que quand le peuple n'est plus zen, ça mérite un zoom. Clément Vidkorovitch, bonjour. Bonjour. Voilà, la démocratie, c'est deux choses, c'est l'état de droit et la souveraineté populaire. Moi, c'est plutôt le deuxième volet qui m'intéresse. Parce que quand je regarde le modèle français, le modèle américain, le quasiment seul moment où le peuple peut décider, où le peuple est souverain, c'est l'élection présidentielle. Et là, on vote pour une personne qui fait des promesses, un programme qu'il n'est même pas obligé de tenir, qui peut trahir dans 1 ou 2 ans après. Est-ce que c'est ça la souveraineté populaire? Est-ce que c'est ça le peuple qui gouverne? C'est quelque chose que moi je trouve passionnant, c'est que dans nos démocraties, on fait comme si le peuple était souverain parce que le jour de l'élection, il élit ses dirigeants. Et le mot important dans la phrase, on ne le voit pas passer, c'est « on fait comme si ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre démocratie, ou du moins le régime que l'on appelle comme tel, notre régime repose sur des fictions. Et notamment sur 3 grandes fictions fondamentales qui nous permettent de faire comme si le peuple était libre parce qu'il élit ses dirigeants. Quelles sont ces 3 fictions fondamentales? La première, c'est la fiction de la majorité. On fait comme si le fait que la majorité des citoyens votent pour un candidat, ça valait le consentement de tous les Français ou de tous les citoyens pour ce même candidat. Or, c'est quand même une grande approximation, c'est-à-dire que tout le monde consentira que le consentement de la majorité des Français, ce n'est pas la même chose que le consentement de tous les Français. Ça va même plus loin que cela. Puisque une grande partie de nos démocraties occidentales repose sur des régimes majoritaires, parfois à 2 tours. Et donc, si on prend pour exemple l'élection d'Emmanuel Macron en France en 2017, Emmanuel Macron est élu au second tour avec une très large majorité, plus de 60% des suffrages, c'est vrai. Mais ça ne fait pas oublier qu'au premier tour, seuls 24% des suffrages des Français s'étaient portés sur son nom. Et c'est même pire que ça, parce que ça c'est le pourcentage des suffrages exprimés, mais si on ramène au pourcentage des inscrits, j'ai plus le calcul en tête, mais je crois que c'est à peu près 18% des électeurs inscrits qui ont voté au premier tour pour celui qui deviendra leur président. Donc là, on voit bien que la fiction qui consiste à faire comme si le consentement de la majorité, c'est le consentement de tous les Français, c'est une fiction qui ne va pas de soi et qui d'ailleurs est interrogée en France depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Deuxième fiction qui nous permet d'identifier l'élection à la souveraineté populaire, c'est la fiction du programme. On fait comme si le consentement des électeurs pour un candidat valait consentement pour tous les points de son programme. Et puis, et c'est vous-même Tristan qui le disiez, vous avez parfaitement raison, troisième fiction qui elle aussi est en train de disparaître progressivement, on fait comme si le consentement à un homme un jour valait consentement à toutes ses décisions dans les 5 années qui suivent. Et à ces 3 histoires près, à ces 3 récits près, on peut dire que la démocratie représentative, c'est le régime de la souveraineté populaire. Admettons ensemble que ça fait beaucoup d'approximations quand même. Ouais, ça fait se poser 2-3 petites questions. Clément Vidkorovitch, je reviens à la phrase de Lincoln, le gouvernement du peuple par le peuple. Et quand on voit, alors la France, les États-Unis, mais d'autres pays aussi, ceux qui gouvernent, souvent c'est des personnes issues de la bourgeoisie ou des élites, souvent c'est le fameux mâle blanc de plus de 50 ans, ça représente pas du tout le peuple, la diversité du peuple. Est-ce que là, il n'y a pas un problème dans notre idéal démocratique qui finalement devient aristocratique? Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait? En fait, c'est assez simple. C'est que dans notre régime fondé sur l'élection, on survalorise pour être élu des qualités qui ne sont absolument pas socialement, équitablement réparties. Déjà, d'une part, et c'est notamment vrai en France, on a tendance à valoriser dans l'élection, des profils sortis des grandes écoles, des grandes institutions, Sciences Po, l'ENA, l'École normale supérieure,
Or, on sait bien qu'il y a une surreprésentation absolue de la bourgeoisie dans ces écoles, notamment les grandes écoles sur concours sélectif, notamment Sciences Po, Normale, Polytechnique. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et puis surtout, on survalorise dans ce qu'on appelle nos démocraties une maîtrise virtuose de la parole. Et c'est bien normal. C'est-à-dire que dans la mesure où la démocratie, au fond, c'est le régime de l'élection, et ça, c'est les travaux de Bernard Manin qui montrent ça très bien, qu'on peut croiser avec les travaux de Pierre Bourdieu, j'y viens dans un instant, mais dans nos démocraties qui sont le régime de l'élection, où donc pour accéder au pouvoir, il faut se faire élire, pour se faire élire, il faut faire des discours, il faut convaincre. Donc ceux qui sont élus sont ceux qui maîtrisent le mieux une compétence relativement rare, qui est la maîtrise virtuose de la parole publique. Or, cette maîtrise de la parole publique, elle est très loin d'être équitablement répartie dans la population. Et ça, c'est notamment les travaux de Pierre Bourdieu sur le langage qui le montrent très bien, et tout le monde peut bien le comprendre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a beaucoup de mérite à avoir une maîtrise virtuose de la parole quand vos parents étaient avocats, enseignants-chercheurs, professeurs de français, journalistes, psychiatres, hommes de télévision ou hommes politiques? Ben, la réponse est non. Clément Vitkorovitch, il y a quand même une impression, c'est pas qu'une impression, c'est corroboré par des études sociologiques, que de moins en moins de gens y croient à cet idéal démocratique, à ce modèle démocratique occidental, que les gens se sentent dépossédés de leur souveraineté populaire et du coup en est une colère sociale et des mouvements sociaux. Vous partagez ce constat? Les fictions dont on parlait tout à l'heure sont en train de s'éventer. Je crois que de plus en plus de citoyens voient à travers ces récits et prennent conscience du caractère tout à fait approximatif, sinon fictionnel, de notre souveraineté populaire. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que le mouvement des Gilets jaunes, et le fait que ce mouvement des Gilets jaunes n'ait pas été seulement une contestation sociale et une revendication de pouvoir d'achat, mais qu'il y ait également eu dedans une véritable revendication démocratique, avec cette revendication qui s'est structurée et cristallisée autour d'un référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Mais en fait, derrière une volonté de référendum d'initiative citoyenne, il y avait une demande de plus de démocratie, de plus de souveraineté populaire. Je crois que c'est quelque chose d'absolument crucial. Le gouvernement représentatif, la démocratie représentative, telle qu'elle fonctionne depuis des décennies, est aujourd'hui contestée, assez profondément. Je vois, moi, c'est une intuition que je livre, je vois, moi, deux horizons possibles. Un premier horizon qui est un horizon autoritaire. Aujourd'hui, il y a une concurrence de plus en plus marquée de la part des régimes autoritaires qui viennent contester nos démocraties, la Chine et la Russie au premier rang, en disant finalement vos démocraties, elles ne sont pas plus efficaces que nous. Et quand la Chine annonce une réduction drastique de ses émissions de CO2 en disant ce que vous, les démocraties, n'êtes pas capables de faire, nous, on va avoir l'efficacité suffisante pour la faire. Donc, les grands régimes autoritaires disent on est plus efficace que les démocraties, et en plus, on n'est même pas véritablement moins démocratique. Et en ce sens, je reprends à mon compte là les réflexions d'un politologue qui s'appelle Samuel Hayat, qui livrait aussi des intuitions fortes. En ce sens, la crise du Covid doit nous interroger. On peut discuter le fait que la gestion de l'épidémie soit plus efficace dans les grands régimes démocratiques que dans les grands régimes autoritaires, et on peut même discuter le fait que la gestion de l'épidémie soit plus démocratique dans les grandes démocraties que dans les régimes autoritaires. Donc on a une véritable compétition, une véritable concurrence qui vient désormais des régimes autoritaires, un défi jeté à nos démocraties représentatives qui consiste à dire dites-nous en quoi vous avez encore davantage de qualité que nous. Et je crois que l'élection d'hommes politiques tels que Bolsonaro, Orban, Trump montre bien qu'il y a une évolution possible des démocraties représentatives vers un autoritarisme. Moi, je crois qu'il y a une alternative possible, qui est l'évolution vers des démocraties plus participatives. Et justement, Clément Vitkorovitch, alors la démocratie suisse, elle n'est pas parfaite, hein. Loin de là, c'est pas ce que je veux dire, mais on a deux éléments qui nous donnent quand même 2-3 bouffées d'air et de démocratie directe, c'est l'initiative populaire et le référendum, le fait que voilà, le citoyen peut aller dans la rue, récolter des signatures et à tant de paraphes, il peut décider de mettre un objet de loi sur la table, de faire un débat populaire, une discussion et pourquoi pas de voter tel ou tel objet. Et ça, si on vous entend, ça va quand même dans le bon sens de plus de participation. Poser la question du référendum d'initiative citoyenne, comme poser la question de l'élection d'ailleurs, c'est poser une question qu'on se pose pas assez, celle de la rhétorique.
Et là, il y a un angle aveugle qui pour moi est dramatique, qui est qu'on pense la démocratie sans penser le partage de la rhétorique, ce qui pour moi est un non-sens. Donc moi je crois que, et ça vaut pour le référendum, c'est-à-dire que si on veut avoir un référendum qui soit éclairé par un débat de qualité, il faut que, les citoyens aient la compétence nécessaire pour mettre à distance les argumentations dont ils sont l'objet dans ce débat, donc il faut qu'ils soient des décrypteurs de discours, et il faut 2, que les citoyens puissent eux-mêmes prendre part au débat public et y faire valoir leur point de vue. Il faut donc qu'ils soient capables de prendre la parole en public et de faire valoir leur contribution. Il faut qu'ils soient orateurs. Ouais, puis nous aider à comprendre justement cette rhétorique, c'est ce que vous faites avec vos chroniques dans l'émission Click sur Canal. On peut les retrouver aussi sur votre page Facebook. Le plus simple, c'est peut-être de vous suivre sur votre page Facebook. Clément Vitkorovitch, un grand merci. Merci beaucoup Tristan, merci. Et voilà, Zoom Zen, c'est terminé. Je vous laisse quelques conseils lecture pour continuer la réflexion. Zoom Zen, vous pouvez les retrouver sur le Play RTS et la page YouTube de la RTS. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo philo.